Jean-Yves Sandret et moi-même allons en premier lieu vous lire la première scène d'une pièce que j'ai achevée tout récemment et qui s'intitule Berlin, mon garçon. Je suis Marina, il est Rudiger. Voilà donc cette ville, me disais-je. Voilà donc ce Berlin dont ils rêvent tous. Voilà devant mes yeux, enfin, cette ville fabuleuse dont ils entendent de très loin l'irrésistible chant. Mais quelle horreur, mais quelle tristesse, me disais-je. Je me suis détournée afin que Rudiger ne voie pas que j'étais au bord des larmes. Je me moquais bien de ce Rudiger avec son regard froid, sa froide et rude politesse à l'ancienne, mais je ne voulais pas lui montrer une émotion dont il se sentirait peut-être obligé de me demander le motif. Alors, lui aurais-je dit, c'est cela votre Berlin, dont le chant silencieux les attire si nombreux. Mais comment peuvent-ils se laisser ensorceler par une ville pareille? Car voyez, lui aurais-je dit, ce qui se déploie sous mes yeux derrière la vitre. Quittez votre regard glacé, bleuâtre, et voyez donc par mes yeux pleins de larmes, voyez par mes yeux éberlués votre affreux Berlin, votre ville enjôleuse au ciel cendreux, les choucroix tournoient follement. Voilà donc cette ville, se disait-elle, assise à mon côté, voilà donc ce funèbre Berlin. Et je pouvais entendre ses pensées affolées, stupéfaites, tourbillonner dans le taxi aussi nettement que j'entendais le croissement des choucas qui prenaient en cette fin de journée leur long vol piaillard, concentrique au-dessus des maisons. Je pouvais entendre ses pensées, j'écoutais les choucas et ma compréhension de chacun, des oiseaux et de la femme était parfaite et j'avais de la compassion pour la femme, mais pas pour les oiseaux qui n'avaient pas à souffrir, eux, de la froideur de mon regard, de la raideur de mon maintien, de cette réserve excessive, embarrassante et peu sympathique, oh, pas sympa du tout, non. Je suis trop vieux pour espérer me débarrasser maintenant. J'avais de la compassion pour elle, je pouvais entendre ses pensées effarées. Voilà donc cette ville, me disais-je, voilà donc ce Berlin qui les retient par quelle force ténébreuse, quel pouvoir inexplicable, et qu'il me faudra pourtant comprendre et m'expliquer à moi-même si je veux trouver mon fils. Puisque mon fils a écouté lui aussi, me dirais-je, me sentant vaguement moins mal à présent, il a écouté les voix qui lui promettaient qu'il ne serait jamais contraint, ni observé, ni tensé, jamais réveillé le matin, ni jamais poussé hors de la nuit infinie, jamais renvoyé d'aucune fête, ni jugé, ni prisonnier d'aucune morale. Et le voilà, voilà mon fils sautant joyeusement dans la charrette aux roues enveloppées de tissu pour ne faire aucun bruit. Le voilà embarqué vers le pays des plaisirs et de la nuit sans trêve, sans prêter attention au triste regard des ânes qui emmènent le convoi, au regard glacé, bleuâtre du petit homme dont le fouet rapide... Voilà donc cette ville, se disait-elle comme j'écoutais la rumeur de ses pensées, accablée, et l'observait qui gardait son visage obstinément tourné vers la vitre de la voiture pour éviter peut-être que je vois sur ce visage l'abattement et la colère. Oui, je pouvais entendre aussi le sombre frémissement de la colère altérée, dévoyer ses réflexions, de sorte que je brûlais de lui dire que votre colère s'écarte de moi si j'en suis la cause. J'étais consterné de ne pouvoir lui dire « Ne croyez pas que je sois celui que j'ai l'air d'être avec mon regard froid, mon allure digne et froide et bêtement renfermée. » Je voulais lui dire et ne pouvais lui dire, je suis un homme sensible et bon, je ne pouvais le lui dire à cause de cette habitude de distance, de pudeur absurde et d'inutile quant à soi qui est mienne depuis si longtemps qu'elle a construit autour de mon désir, de ma volonté, de mon intimité, une paroi de glace, comme j'aurais voulu pouvoir lui dire que votre colère s'écarte de moi, qu'elle laisse en paix le pauvre Rudiger, le véritable Rudiger qui lutte en ce moment même pour s'extraire de la glace et du silence et de l'excessive bienséance
qui lutte chaque jour de sa vie pour tenter d'éclipser le glacial Rudiger au fouet cruel, aux yeux pâles, sévères, inexpressifs. Mais je suis un homme sensible et bon. Voilà donc cette ville, me disais-je, voilà donc ce Berlin diabolique qui tient mon fils captif sans qu'il en ait peut-être même encore conscience, de même que les garçons joyeux, insouciants et paresseux ne sentent pas tout de suite leur fine peau d'enfant se couvrir de poils rêches, ne sentent pas leur pousser oreilles, sabots, museaux, ne sentent pas encore claquer au-dessus d'eux le fouet méchant du petit homme, le fouet rapide de celui qui connaît la vie. Mon fils ne connaissait rien à la vie, me disais-je, avant d'aller, bras tendus, cœur impatient, radieux, vers ce Berlin sinistre où... Elle se disait, mon Dieu, la laideur de ces avenues interminables bordées d'immeubles casernes, elle se disait, le taxi n'arrivera jamais au bout de rue pareille, infinie, implacablement droite, ni courbe, ni déclivité, ni rien qui tourne ne change d'avis. Nous allons rouler sans fin. Elle se disait, nous allons rouler sans fin, et la glace de son cœur figera le mien. Voilà donc cette ville, me disais-je, qui a servi mon fils, lui interdit de parler à sa mère. Mais dans quelle langue pourra-t-il encore le faire, et d'entre quelles lèvres sortiront les mots de sa tendresse, si la terrible métamorphose s'est accomplie au pays des plaisirs, s'il n'est plus le doux jeune homme candide et fougueux que j'ai aimé, mais un petit âne épuisé, anéanti, le fouet cinglant a râpé son pelage et la soumission tient ses yeux baissés, ternis d'effroi. Dans quelle langue, me disais-je, allons-nous nous parler, nous reconnaître? Dans quelle langue? Le taxi a fini par s'arrêter au pied de Corbusier House, et c'est bien là que j'avais réservé un logement. Je me suis tournée soulagée vers mon hôte. Ce Rudiger au regard pâle avait pris la peine de venir me chercher à l'aéroport. Il m'avait fait l'étrange surprise glaciale et taciturne de m'attendre à l'aéroport avec une pancarte disant « Marina », lui ne disant rien ou presque, disant moins encore que sa pancarte qui, elle, connaissait mon prénom et m'appelait, me hélait, tandis que Rudiger se contentait d'un raide petit salut et que ses yeux flottants passaient juste au-dessus de mon épaule. C'est à cet inconnu que j'avais loué depuis la France un logement dans Corbusier House. Oh, je ne lui avais pas dit, la Marina sympa n'avait pas dit... Elle se disait qu'il est aimable d'être venu me chercher à l'aéroport alors que nous n'en étions pas convenus, qu'il est aimable sous ces dehors secs. Cependant, je ne lui avais pas encore dit pourquoi j'avais pris le temps d'aller la chercher à l'aéroport. Je suis un homme affectueux, serviable, je suis un homme au cœur pantelant d'amour, inemployé, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis allé la chercher à l'aéroport. Ce n'est pas du tout pour des raisons d'amour hurlant. Marina cool, aimant les sorties au cinéma, aimant rire et lire et voyager, ne fume pas, n'est jamais ivre ni défoncée. Je suis libraire, mais tout de même Marina cool. Mais elle ne se disait pas, elle ne pouvait se dire, puisqu'elle l'ignorait encore, qu'elle allait être obligée de partager avec moi l'appartement, qu'elle croyait avoir loué entier pour son seul usage, qu'elle allait devoir vivre le temps des vacances à Berlin. Mais, me disais-je, cette femme n'a pas l'air de venir pour des vacances. Avec le lugubre Rudiger assis rigide, gourmet, absurdement intransigeant, de quoi cette solennité est-elle l'étendard? Que défend-elle, que proclame-t-elle? Voilà donc cette ville, me disais-je, où ce Rudiger, qui s'était engagé à me louer un appartement rien que pour moi, m'annonçait soudain dans son français heurté et brutal. Et pourquoi ne voulait-il pas que nous parlions anglais? Son rude accent me rendait le français macabre et courroucé, comme empli d'une fureur contenue dont j'aurais été le motif évident, bien qu'inavouable. Ce Rudiger me déclarait sans précaution ni formes aucunes, puisqu'il ne connaît pas assez bien le français pour louvoyer s'enrober de délicatesse, qu'une loi toute récente lui interdisait de louer l'appartement entier à des vacanciers, qui n'étaient plus autorisés qu'à louer une pièce de cet appartement, et seulement dans la mesure où il l'habitait lui aussi. Les choucas tournaient et tournaient dans le ciel mauve au-dessus de Corbusier House. Voilà donc cette ville, me disais-je accablé. Elle se disait, cet homme est dément, tout comme les choucas qui croassent sans trêve au-dessus de Corbusier House.
tandis que je lui expliquais « c'est la loi, c'est la nouvelle loi », et j'entendais mon lourd accent et redoutais de l'effrayer, un Allemand d'âge mûr qui martèle « c'est la loi », n'avait-il pas toutes les raisons, me disais-je, d'inquiéter une Française d'âge mûr, et je souriais en moi-même, cependant. Partagez l'appartement, me disait-il, partagez l'appartement avec cet inconnu morose, voilà donc cette ville. Je souriais en moi-même. Que pouvais-je faire d'autre dans la position délicate qui était la mienne? Je souriais intérieurement pour me sentir moins gêné et chasser la méchante petite phrase qui me venait. Elle n'a pas le choix, c'est la loi. Que pouvons-nous faire d'autre tous les deux que de... Vivre ensemble, lui et moi, deux étrangers mal à l'aise dans un petit Et je lui appartement. disais, encore dans mon français correct, abrupt, je lui disais que j'avais prévu d'aller chez ma vieille mère, comme je le faisais chaque fois, que je louais mon logement à des vacanciers, mais que maintenant... C'est la nouvelle loi, voilà donc cette ville, me disais-je, effondré, désemparé, tandis que les choucas dans le violet du ciel, le sombre crépuscule... Car la nouvelle loi m'oblige à demeurer chez moi en compagnie de mes hôtes payants, et ainsi la confortable habitude que j'avais prise de me réfugier chez maman, pendant que les vacanciers me versaient, pour le plaisir de découvrir ma propre ville abhorrée et chérie par moi dans le même temps, presque l'équivalent de ma retraite. Sa petite retraite de minuscules fonctionnaires. Dans le pourpre mortuaire de la nuit tombante, les choucas criaillaient, maintenant rassemblés sur le toit de Corbusier House. Et je pouvais les entendre encore dans le long couloir du dernier étage où se trouvait l'appartement de Rudiger, presque sentir le froissement de leurs ailes repliées, jamais au repos cependant, le claquement de leurs becs bavards, le froissement de leurs ailes juste au-dessus de nous, à peine si j'entendais Rudiger. Je lui disais que je tâcherais d'être aussi discret que possible dans mon propre appartement, qui deviendrait le sien aussi longtemps qu'elle souhaiterait y rester, et payer pour cela. L'équivalent de sa petite retraite. Il me disait qu'il ferait en sorte que je me rende à peine compte de sa présence et que chez lui deviendrait chez moi le temps de mon séjour. Mais, me disais-je rêveusement, ce morne Rudiger pouvait bien parler encore. Il m'était difficile de me concentrer sur ses propos. Tant que je pouvais, croyais entendre le bruissement des ailes, les chuchotis aigus des choucas réunis sur le toit de Corbusier House au-dessus de l'appartement de Rudiger. Voilà donc cette ville, me disais-je, où je viens chercher un fils et me retrouve à partager le logis des choucas et du Rudiger, les appels énigmatiques des choucas conspirateurs et la langue revêche du Rudiger. Et cela, je ne le savais pas encore, car c'est bien plus tard qu'elle me l'apprendrait. Elle se disait, qu'en lieu et place, en personne et en chair de son fils, c'est Rudiger qu'elle aurait à ses côtés. Comme si son fils, se disait-elle, précocement vieilli au pays des plaisirs, était devenu cet austère, solitaire et sombre Rudiger. Comme si le châtiment ménagé à son fils dans cette ville où l'on joue, on chante, on rit, on danse au long des nuits sans fin, n'avait pas été de se transformer en petit âne, mais en vieux type flétri, incapable d'exprimer les choses simples et douces que son cœur retient captives. Elle se disait, voilà donc cette ville où mon fils s'est perdu, englouti, corrompu. Il n'y avait pas encore de raison pour que je dise à Rudiger, qui me montrait l'appartement avec une fierté discrète, qu'il me serait impossible d'amener ici, une fois retrouvé, mon fils fourvoyé dans cette ville maléfique, impossible de m'entretenir avec mon fils dans cette chambre pendant que de l'autre côté de la porte, l'haleine sifflante de Rudiger rythmerait l'émotion de nos retrouvailles et les vociférations des choucas attentifs, à l'écoute au-dessus de nous. Je dirais peut-être un jour à Rudiger que la nécessaire délicatesse que je devais à mon fils ne pouvait s'accommoder de sa présence sous le même toit que nous, ni de celle des choucas espions qui grattaient au plafond. Mais enfin, tu ne l'as pas retrouvé, tu n'es même pas tout près de le retrouver, me disait au téléphone le père de mon fils. Elle disait, avec amertume, avec rancœur, que le père du garçon ne croyait pas à de telles recherches, et voilà bien, disait-elle, ce qui les séparait, ce qui les opposait irrévocablement et qui peut-être entraînerait la fin de leur union. Que le père
Juge préférable, ou du moins supportable, d'attendre que le garçon revienne de lui-même. Ils ne croyaient pas, disait-elle, que leur rôle était d'aller trouver le garçon là où il se cachait d'eux, dans ce vaste Berlin, où il menait une vie dont ils ignoraient tout, mais que, pensait le père, en dépit de tout, il avait choisi. Comme si, disait-elle, aigrement, on pouvait choisir ce qui vous coupe de parents aimants, comme si on pouvait choisir librement et en tout état de cause à 20 ans une vie dont la conséquence manifeste et première était de laisser dans le chagrin, dans l'ignorance, les remords, l'incompréhension des parents aimés, n'est-ce pas? Oui, les parents aimés, cela ne faisait aucun doute. Très vite, je dirais à Rudiger que le père avait pris le parti de ruminer dignement sa peine et sa complète inintelligence du comportement de notre fils, pris le parti de n'en parler jamais, dans la secrète espérance peut-être que son vœu de silence lui ramènerait 6 ans plus tard son enfant, plus grand, plus beau et plus tendre encore. Elle se disait, mais pour quelle raison Berlin nous rendrait-il notre fils? Plus beau et plus tendre et délivré enfin de son enveloppe animale, de son plumage de cygne, s'il réussissait, lui, le père, à rester silencieux, à ne pas dire un mot concernant le garçon. Elle se disait, mais pour quelle raison Berlin serait-il loyable? Respecterait-il les règles d'un jeu intimement conçu dans le cœur malheureux du père? Et aussi que les personnages des contes connaissent la fin avant de la vivre et connaissent la vérité et la morale de leur histoire, de sorte qu'ils peuvent se promettre de demeurer muets 6 années durant, puisque rien ne pourra empêcher que la récompense advienne. Tandis que toi, dirais-je à Rudiger à propos du père de notre fils, toi, disais-je au père de notre fils, par des vœux exigeants, tu ne fais que te meurtrir sans aucune utilité pour quiconque. Nul Dieu ne s'engage envers toi et ta vie entière pourrait s'écouler sans que tu saches jamais la fin de l'histoire, sans que tu vois jamais revenir notre fils plus grand, plus gros, plus beau, plus tendre encore. Je lui disais, voilà Marina, votre chambre dans Corbusier House, comme une alvéole parmi des centaines d'autres, où vous vous sentirez, je le souhaite, aussi bien que chez vous. Oh, mieux que chez moi, je le souhaitais. Elle me dirait spontanément avec un naturel et une soudaine gentillesse qui me remuerait beaucoup, qu'elle ne doutait pas de se sentir bien et à l'aise dans sa chambre de Corbusier House, et que même si ma présence dans l'appartement était une circonstance inattendue, troublante, avec laquelle il lui faudrait du temps pour se familiariser, comme il lui faudrait du temps pour accepter le piétinement, les sifflements, la pensée même des choucas juste au-dessus du plafond. Le grand corps étranger du Rudiger juste au-delà du mur de ma chambre. Elle me dirait donc qu'elle ne pouvait malgré cela que tirer profit du simple fait de se retrouver loin de chez elle, où il y avait longtemps qu'elle ne se sentait plus bien du tout, tant en raison de la volonté de silence du mari au sujet de leur fils, que de la distance, devenue insupportable pour elle, entre leur petite ville du centre de la France et l'effroyable Berlin qui s'était emparé de leur fils, l'avait rendu inaccessible. Il ne répondait plus aux messages, aux appels. On ne pouvait le joindre. Comment se sentir bien à Chinon quand votre fils, me dirait-elle, se laissait engloutir, dévoré par Berlin? Comment marcher tranquillement dans les rues de Chinon quand votre fils... Tranquille dans les rues de Chinon, affairée, accueillante, agréable dispenseuse de conseils éclairés dans notre librairie de Chinon. Comment pouvais-je l'être, dirais-je à Rudiger, quand mon fils s'éloignait de nous à Berlin, nous tournait le dos à Berlin, peut-être nous reniait en même temps que Chinon et toute la vie pacifique, accommodante qu'il avait connue à Chinon. Croyait mon mari, dirais-je à Rudiger, mais était-ce bien la réalité? Alors que si Chinon ne pouvait de toute évidence lutter en rien contre Berlin, contre l'aura, la ténébreuse majesté de Berlin, c'était précisément là que demeurait la subtilité et la dignité de Chinon. Se connaître médiocre et l'accepter très platement. C'est pourquoi, dirais-je à Rudiger, seul un écervelé, un petit âne malheureux, un cygne prisonnier de lui-même, pouvait songer à opposer Chinon et Berlin,
et a trouvé d'autant plus d'attrait à Berlin que Chinon en Je manquait. lui disais, si vous saviez comme je hais Berlin parfois, comme souvent l'Allemagne est triste. Cet homme se prendrait à rêver Je de lui Chinon. disais, je sais que la France est joyeuse, qu'elle est verte et très fleurie. Voilà donc cette ville. Marina, oh, emmenez-moi à Chinon, lui disais-je en pensée. Marina, emmenez-moi en France où l'on voit partout, je crois, les douces collines. Et vous avez là-bas l'océan, Et j'installais mes affaires dans la chambre que Rudiger avait préparée pour moi, et cet homme se dégelait lentement, comme s'il lui avait fallu percevoir, entrer en contact avec ma peine, mon anxiété, pour qu'il se sente délivré de l'obligation de se montrer rigidement et incorruptiblement bien élevé. Et c'est parce que soudain il me comprenait si aimablement qu'il voulut me tranquilliser au sujet des choucas. À Berlin, les choucas se plaisent beaucoup, ils tournoient follement. L'Allemagne, me disais-je, n'est pas triste aux choucas. Je lui disais que les choucas au-dessus de ma tête n'ont jamais altéré la paix de mon esprit depuis 40 ans que j'habite Corbusier House. Avez-vous, Marina, de tels oiseaux à Chinon? N'avez-vous pas plutôt à Chinon de ces petits oiseaux pleins de couleurs et de malice dont le nom m'échappe? Ils devinent le prénom de toute personne qui leur jette des miettes ou des cailloux et le pépit joyeusement aux oreilles de l'une ou de l'autre, car ils ne connaissent ni la gratitude ni la rancune. Les choucas sont moins voyants, mais plus accessibles aux sentiments humains, Marina. Il me disait qu'il ne l'avait jamais dérangé, il me laissait entendre que les choucas étaient ses amis et ses plus sûrs confidents, et qu'il avait cessé d'aspirer à trouver un jour pour amis et confidentes des créatures censées lui ressembler davantage. Des êtres humains, hein, quelle blague. De telle sorte, me disait Rudiger, qu'ayant vaincu l'amertume, les regrets de n'être que rarement entré en contact étroit avec l'âme d'un autre être humain, ayant vidé scrupuleusement toute aigreur de son cœur assez pur et ingénu et largement accueillant par ailleurs à la chose politique, puisqu'il ne se hasardait plus à croire à l'amour ni à l'amitié en ce qui le concernait, il mettait un point d'honneur à ne jamais considérer d'un œil condescendant ou attristé l'amitié que lui offraient désintéressés les choucas de Corbusier House. Quant à moi, je ne connais pas, lui disais-je, les oiseaux de Chinon. Sont-ils aussi angéliques que vous vous plaisez à l'imaginer, Rudiger, et la France aussi désirable? Mon fils a pris le large, Rudiger. Et comme il me semblait alors que cette femme, aux yeux inquiets, alarmés, déposait entre mes mains non pas exactement sa confiance, mais sa foi en mon aptitude à me faire comprendre et apprécier des innombrables choucas de Corbusier House, l'idée m'est venue que je ne pourrais mieux m'assurer sa sympathie qu'en lui ramenant son fils. Rudiger m'avouerait qu'il s'était dit, Et ainsi pénétrer dans la vie et dans le cœur. M'avouerait qu'il avait tout d'un coup et irrévocablement fait sienne ma quête éperdue. Je connais Berlin mieux que vous, Marina. Je vous aiderai, vous guiderai, et nous le ramènerons, ce garçon dont je ne sais rien. Montrez-moi son visage, Marina, montrez-moi sa figure, et montrez-le-moi tout entier, que j'apprenne la forme de son crâne, son torse, ses membres, que son regard un peu figé sur la photographie devienne le seul qui puisse attirer et retenir le mien dans la foule d'Alexanderplatz ou du Gorlitzer Park, et qu'alors je puisse m'écrier comme dans ces films que j'aime tant, m'écrier, Marina, c'est lui. En second lieu, je vais vous lire le début du texte auquel je travaille en ce moment, qui n'est pas achevé, qui en est à la moitié environ, je pense, et qui est un monologue écrit pour une actrice, un monologue fait pour la scène aussi.
Oui, je sais que vous êtes là, avant même de distinguer vos deux silhouettes ramassées dans la pénombre, que vous êtes là à m'attendre, certain que je rentrerai et ne pourrai cette fois vous échapper. Je le sais à l'odeur acide et forte qu'exhale malgré vous et sans que probablement vous puissiez la sentir, vos deux corps tout imprégnés de désespoir et d'entêtement et de croyances butées dans le bien fondé de leur mission, vos corps compacts, unis, semblant n'être qu'un, envers lesquels j'ai toujours éprouvé pour cette raison une très légère, très vague répugnance. Je sais que vous êtes là tout proche, et mes jambes se font lourdes et mes pieds avides de se transformer en petits sabots pour galoper longtemps. Mes pieds sont pesants sur les marches, mes narines frémissent, fumant l'air différent. Je voudrais fuir d'un bond, acquiescer à ma peur et cavaler vers la lande, pelage ruisselant, front glacé, œil éperdu, affranchi néanmoins, enfin libre et sans devoir, à jamais loin des effluves âcres de votre malheur. Je sais que vous êtes là, je sais aussi que vous n'avez pas encore conscience de ma présence, car l'attente vous a ensommeillé, engourdi, et que la certitude de votre droit à faire de moi ce que vous voulez vous rend peu sensible au frémissement de l'air, à la faible rumeur d'un autre souffle dans la cage d'escalier, au hurlement muet mais vibrant de ma profonde, de mon irrévocable réticence. Oh, je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous parler, je ne veux pas vous connaître. Je voudrais que vous soyez mort, emporté par votre douleur, bien proprement, sans souffrir. Mourez, disparaissez. Sortez de ma vie par la porte d'honneur, la grande porte d'or, au-delà de laquelle le ciel compatissant vous enveloppera, vous réconfortera. Et vous serez bénie tandis que je demeurerai vivante, inconsolée, chargée du poids de mes fautes multiples, mais vivante et délivrée de vous, de votre acharnement, de l'impudeur, de votre désolation. Mourez, 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 mon Dieu, fais-les mourir bien tranquillement et dans la joie. Ces pauvres gens, fais-les mourir, mon petit Dieu chéri, ces parents affligés. Accorde-leur pour ma propre paix, un cœur au repos, enfin. Amen. J'ai laissé dans l'avenue le grand soleil blond foncé. C'est aussi la couleur de mes cheveux, et j'aime à penser qu'il dessine autour de mon crâne un halo qui se fond dans l'air jaune, bien que je ne sois pas une sainte, comme vous le savez. Mes cheveux sont brillants et soyeux, cependant si chargés d'électricité qu'ils crépitent quand je remue la tête comme une multitude de petits explosifs. Il arrive également que le ciel magnétique me tire à lui, je dois feindre alors de vouloir disparaître dans le sol, piétiner, peser de tout mon poids, ma chair et mes os fragiles, pour bien signifier à l'azur que je ne suis pas encore à prendre. Je m'allonge sur le trottoir et j'étire mes membres à faire craquer mes articulations. Et que mes élèves me voient ainsi couché sur le bitume m'importe peu. Je suis loin d'être indifférente à l'opinion qu'ils ont de moi, mais il me semble naturel de me préoccuper de mon sort avant que de cette opinion dont je n'aurais plus à me soucier, n'est-ce pas, si l'éther propagateur me fait glisser hors du monde. Mais je suis sotte, je me perds, je sais que vous êtes là, à m'attendre. Je sens votre odeur et je pourrais encore me sauver. Les ennemis sont dehors aussi bien, dit la voix de ma raison, de mon jugement le plus solide. Cela fait des semaines que vous essayez de me forcer à une rencontre que je repousse de toute mon âme. Rien ne m'inspire autant de répulsion que l'idée de vous parler, ou, plus exactement, de vous écouter me parler, et d'avoir devant moi votre visage tout imprégné de souffrance, déformé par le chagrin, le ressentiment, le vain désir de savoir. Car vraiment, qu'y a-t-il à savoir de plus, et quand bien même, quelle sorte de consolation vous apporterait les détails que vous ignorez? De quel raffinement votre tristesse vous semble encore dépourvue? Vous voulez donner à votre méditation sur tous les manquements que vous vous reprochez plus de motifs encore? Allons, allons, partez chercher ailleurs l'atténuation de votre détresse. Non seulement je ne peux rien pour vous, mais je ne veux rien pouvoir pour vous. Mes mains ne se tendent pas vers vous, je n'éprouve que pitié et impatience. Je n'ai pour vous aucune sympathie particulière, et à votre misère je ne compatis pas. Je ne vous aime pas. Rassemblez vos justes causes, vos besoins d'explication, votre infinie souffrance, et dissipez-vous dans la lumière étincelante. Ce ne sont pas des éclaircissements que vous souhaitez obtenir, mais des aveux de culpabilité dont vous ferez je ne sais quel usage dégradant, car je sais que vous êtes là, à m'attendre pour me demander des comptes. Bénie soit votre fille, bénie sois-tu, Dalila, bénie, bénie, bénie. Mais qu'ai-je à voir avec tout cela? Y a-t-il toujours dans le malheur un coupable? Quelqu'un qui a su, n'a rien fait, a nourri même des pensées indignes? Les pensées dont on ne révèle rien,
Est-ce qu'elles peuvent armer le bras qui percera un cœur inoffensif? Bénie sois-tu, Dalila, entre toutes. Je ne pense à toi qu'avec tendresse, qu'avec pitié. Bénie sois-tu. Mais je ne veux pas monter vers vous qui m'attendez devant ma porte, assis, ramassé en boule d'obstination et de tristesse sur le palier, indifférent aux heures qui passent, silencieux et discret. Votre stupeur vous rend sourd au sifflement inquiet de ma respiration, au frottement de mon pas sur les premières marches. Vous êtes là pour me faire rendre gorge, et je pourrais encore fuir dans l'avenue resplendissante, vers l'avenir libéré de toute affliction. Je pourrais, oui. Car c'est ainsi que je m'échappais dans les rues de la radieuse autrefois. Je sais galoper le long des boulevards pétrifiés de chaleur, héroïque et seul à courir et jouir de l'enfer. Tu es folle, me disait maman, tu vas t'écrouler et personne ne pourra rien pour toi. Personne ne se risquera pour te relever dans le feu de plein après-midi. Tu es une provocatrice, me disait maman, non sans tendresse ni envie. Je pouvais voir la peau de son crâne luire sous les mèches de ses cheveux gonflés. Ses paupières étaient toutes bistrées de lassitude, de déception. Ensuite, devenue indifférente à tout, elle a repris de l'éclat, joues plus roses, regard hautain et vague. Ses jambes striées de bleu sous l'épais collant beige. Nous habitions au rang la radieuse, elle flambait de l'intérieur sans bruit, sa peau de rousse, quelque peu égarée, fourvoyée dans cette fournaise, devenue couleur de brique. Elle tenait son épicerie sans faillir, ne s'est pas engloutie dans l'alcool ou la dépression chronique, me laissait ruer et trotter sur les boulevards au risque de mon propre engloutissement dans tout ce louche des grandes villes malpropres. Elle me laissait, oui, c'était très correct, de sa part, très fair-play. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas voulu vous recevoir, pas voulu vous rencontrer au lycée, ni voulu vous regarder, me forcer à mettre dans mes yeux ce que vous réclamiez de moi, quelque chose d'abject comme la contrition. C'est hideux, je n'ai offensé personne. Je n'ai même jamais fait offense à quoi que ce soit. Je vais tomber à genoux, je vais dire, c'est ma très grande faute. Je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que vous voulez alors? Seul injure à votre égard que vous puissiez me reprocher. Quand j'ai appris que vous veniez au lycée, je suis sortie par la porte des élèves à dessein, pour vous échapper, ne pas noyer mes yeux dans les vôtres, douloureux et revendicatifs. Puisque Dalila est morte et que je n'y suis pour rien. Bénie, bénie, bénie soit-elle. Je sais que vous êtes là-haut à m'attendre sur mon palier, à me haïr froidement et calmement dans l'attente tranquille et froide de mon arrivée inévitable, pensez-vous. Et vous vous dites que le temps n'a plus de valeur pour vous, que votre temps peut être perdu, gaspillé, pourrait être aussi bien hâté vers votre grand âge et la fin libératrice, puisque Dalila est morte. Je sais que vous pouvez attendre sur mon palier jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de tous les temps de votre vie, qui n'a plus pour vous la moindre saveur, la moindre conséquence, puisque votre fille est morte. En revanche, pour moi, le temps importe. Je ne suis plus si jeune, je ne peux pas attendre jusqu'à la fin des temps que vous m'oubliez, débarrassiez mon palier de votre présence. Je ne suis plus si jeune, malgré mon sourire, ma minceur classe, l'abondance de mes cheveux, que j'ai plaisir à rejeter en arrière d'un air faussement impatienté quand il caresse mes joues. Et cependant, je ne suis plus si jeune et je n'ai pas les raisons que vous avez de considérer froidement, cyniquement, que le temps ne compte pas. Tout ce qu'il me reste à faire a gâché encore. Je suis pressée, je n'ai personne à pleurer qui pourrait suspendre mon temps ou pourrait me faire souhaiter le précipiter vers une sénilité miséricordieuse. Il me reste tant à saboter encore. Tant à faire, oui. Moi, je suis seule dans la vie, je dois me défendre. Vous êtes deux là-haut ligués contre moi. Votre douleur et votre colère rajoutent de la force à votre double organisme. Si bien que vous êtes trois là-haut peut-être, un trio d'anges furieux que je devrais combattre à main nue. Votre peine, votre rage de savoir et votre vertu, je devrais affronter ça avec ma solitude, mon histoire confuse et mes demi-vérités. Je pourrais lutter toute la nuit avec votre parole, enfermée avec vous dans le noir, agrippant vos cheveux, mordant vos joues trempées de larmes. Je sortirais vaincue et pas bénie du tout. Je sais votre nom, mais vous ne me diriez rien de nature à me réconforter. Je n'aurais plus qu'à me jeter par la fenêtre à mon tour. Pauvre, pauvre Dalila, es-tu en paix au moins? Si vous m'interrogez au sujet de Dalila, je vous dirai ceci. J'étais comme elle, mais autrement courageuse. Je voudrais que vous l'avez gâtée, et tout est votre faute. On ne doit pas gâter les filles, mais les armer, les tremper, les durcir pour la vie. Maman m'a donné tant de claques que j'en étais abrutie, mais pas ramollie. J'en devenais idiote, mais pas sentimentale. C'est ainsi qu'on doit éduquer les petites filles. Je ne sais que faire, vous me tuez, me lancinez avec les émanations de vos deux petites âmes bien propres et avides là-haut. Je n'ai rien à vous dire.
Et ce soir, les rues de Royan me rebutent car je suis fatiguée. J'ai passé toute la journée à faire court. Je voudrais maintenant entrer paisiblement dans mon gentil chez moi. Je voudrais avoir le droit d'oublier votre malheur. Vos deux corps têtus, je les traverserais si j'étais un souffle. Je sauterais loin au-dessus d'eux et souplement et joyeusement si j'étais infime et légère. Je les taillerais en pièces si je laissais agir ma haine. Les élèves m'ont mise à l'épreuve aujourd'hui. Ils sont stupides et narcissiques, si bêtes. Dalila était subtile, elle était tendre, mon élève préféré. Est-ce qu'elle l'avait compris? C'est possible. Je lui manifestais de ce fait une certaine froideur. Je ne la trouvais pas jolie du tout. J'ai éprouvé à la voir un sentiment de panique mêlé d'une grande contrariété, car il me semblait évident que Dalila jouait à ne pas être jolie, surtout pas, et qu'elle excellait dans ce rôle sardonique et périlleux, puisque, quoique sachant qu'elle s'était inventée un personnage rebutant, j'en étais dupe, je ne la trouvais pas jolie, je lui en avais de la rancune. J'ai travaillé à être jolie, irréprochable, incritiquable au plan de la silhouette, de l'harmonie générale. Elle ne pouvait pas se soumettre aux mêmes efforts. Il m'est apparu que j'étais ridicule et pitoyable dans mes efforts aux yeux de Dalila, qu'elle ne m'enviait nullement ma minceur classe, ni l'artificielle plasticité de mes cheveux, que je garde fauves, scrupuleusement et à grands frais. Oui, il m'est apparu qu'elle se riait impitoyablement de mes tentatives d'être à jamais sans reproche. Vous, ses parents, je vous en tenais rigueur également. De laisser aller, marcher, s'instruire librement, de laisser sortir dans sa fierté illusoire une fille ainsi rendue laide de sa propre volonté. Je me disais, à quoi songe-t-il donc? Ça, des parents aimés, avisés, prudents et raisonnables? Je nourris à votre égard une énorme colère. On ne peut se vouloir à 17 ans, en dehors de tout désir d'autrui, sans que votre propre considération pour vous-même n'en souffre. Et Dalila, oui, elle s'était fabriqué un visage, une allure, un maintien, pour lesquels elle ne ressentait véritablement que de l'horreur, j'en suis convaincue. Que pensiez-vous le matin en la voyant partir au lycée dans cette affreuse sarouel verdâtre qu'elle ne quittait pas, et cheveux tortillons, peau luisante, lèvres desséchées, lunettes métalliques, ovaires grasses, opaques. Oh, comme je vous voyais, vous, parents de Dalila, qui sembliez donner à une telle mascarade votre assentiment d'éducateur tolérant. Moi, je ne suis pas cool, non, jamais cool, au grand jamais. Chère Dalila, béni sois-tu, où que tu erres en cet instant. Voilà ce que je vous demande. Mon cœur s'emporte, mon souffle aussi, plus court, plus sonore, n'entendez-vous rien? Quel aurait été, pensez-vous, mon propre sort si, à 17 ans, j'étais allée au lycée, vêtue de telle manière que toute conscience de ma dignité en aurait été pulvérisée? Si la furie tapie dans mon cœur m'avait fait choisir de me montrer aux autres, paradoxalement comme celle que je redoutais d'être, bizarre, suspecte et dépenaillée? Ma furie s'est tenue tranquille. Que croyez-vous donc? Je me serais jetée par la fenêtre, moi aussi. Grâce à ma fermeté, ma furie s'est tenue tranquille. Ma furie, grâce à ma volonté, c'est « je ne dois pas répéter, je dois respirer longuement, je ne dois pas répéter ». Ma furie s'est tenue tranquille. Je ne dois pas non plus répéter que je ne dois pas répéter, car c'est tricher. C'est encore une malice de la furie qui tente par tout moyen de contourner les intentions de ma raison pour me contraindre de répéter la phrase même qui m'interdit de le faire, de répéter, répéter, répéter au risque de devenir folle. Vous êtes là chez moi dans l'attente vorace de tous les fantômes de votre fille que contient ma mémoire. Vous espérez que je les libère à votre profit. Vous êtes de bons parents. Vous ne savez pas grand-chose de Dalila. Vous me supposez riche d'une infinité de reflets de Dalila, comme si j'étais le lac, et que vous pouviez tirer de mes eaux délicatement sa pure image réfléchie. Vous êtes de bons parents stupides. Je hais les bons parents qui ne savent rien et croient vouloir savoir, c'est vaniteux. Vous puiserez aussi des images d'elle qui ne vous iront pas du tout. Vous direz que je mens, je vous murmurerai. Laissez-la tranquille. Vous deux qui croyez là-haut me prendre au piège de votre morale et de votre deuil prétendument impossible à conclure sans mon assistance, je dois vous parler des cheveux de Dalila. Il vitupérait ses cheveux dressés, emmêlés, comme une armée de serpents enchaînés qui sifflaient durant mon cours, au point que j'ai dû une fois m'interrompre et supplier. Dalila, tenez vos serpents tranquilles sur votre tête. Vous voyez bien qu'ils ne me laisseront pas aller au bout. Et Dalila a pris cet air surpris, narquois, qu'elle arborait trop souvent à mon goût. Elle a tâté la masse fuligineuse et bruissante, répugnante de sa chevelure. Elle m'a dit quelque chose comme « Le désordre ne vient pas d'eux, madame ».
car le désordre nous entourait effectivement. Ce n'était que clameurs, sottises, exclamations grotesques, ce dont je n'avais pas l'habitude dans mon cours. Comme on dit, je savais tenir mes élèves. Mais les serpents qui habitaient les cheveux de Dalila semaient confusion et révolte comme jamais encore je n'en avais connu. Comprenez-moi, je veux dire par là que même si le respect et le silence concentré régnaient ordinairement dans ma classe, il a pu arriver que certains éléments perturbateurs, ces jeunes gens de Royan bien nés et fort mal élevés, profitent de ma confiance, de ma joie simple et parfois électrique enflammée à me trouver là devant eux pour leur parler littérature. Il a pu arriver que ces jeunes présomptueux trompent ma vigilance et décident tous ensemble de bouleverser mon cours à l'instant de ma plus grande faiblesse. Je leur parlais alors, je ne sais plus précisément, de Marceline Desbordes-Valmore peut-être. Oui, ça a pu se produire des incidents de ce genre. Glapissement, leurs grandes dents parfaitement rectifiées par l'orthodontie coûteuse et leurs beuglements cyniques affreux. Je voyais l'intérieur irréprochable de leur bouche, de leurs narines mauvaises, comme je les haïssais. Je savais alors leur rappeler mon autorité et mes droits sur leur dissipation. Je savais distribuer colle, rappel à l'ordre, menaces et réprimandes. Mais tandis que ma dureté travaillait les contraignait à se calmer, voilà que les serpents qui faisaient la matière même des cheveux de Dalila, qui étaient ses cheveux parce qu'elle le voulait ainsi, se cabraient sur son crâne et s'amusaient à me provoquer, à narguer mes efforts. Il me semblait évident alors que ces reptiles agressifs n'étaient ni plus ni moins que l'émanation des pensées de Dalila à mon égard, et je m'effondrais intérieurement, songeant, gémissant muettement. Mais qu'as-tu donc contre moi? Le regard de Dalila exprimait pourtant, je dois dire, une forme d'amitié ou de compassion, parfois une très légère appréhension quant à ce qu'il pouvait advenir de la prof de français au milieu de ce tumulte, de cette rage que mes élèves avaient soudain de m'anéantir. Oui, je pouvais voir dans ses yeux brillants et inquiets qu'elle se souciait de mon sort, et qu'elle aurait voulu peut-être trouver le courage de faire cesser la tourmente, l'horreur de ces abois, si grandes, si blanches, leurs dents de luxe. Les dents gentilles ne sont pas aussi blanches. L'horreur de cette tentative de mise à mort, oui. Alors pourquoi, quand sonnait l'Alali, dressait-elle ses serpents contre moi? Pourquoi leur ordonnait-elle de s'incarner dans ses cheveux, à ma seule intention? Mes élèves m'apparaissent parfois comme de grands fauves que la faim a conduits dans ma classe. C'est de moi qu'ils veulent se nourrir et non de ma parole. J'ai claqué des mains et leur attention s'est tournée vers Dalila et leur faim était inassouvissable. J'ai respiré d'être épargnée. Mes élèves sont de grands fauves auxquels je parviens généralement à faire oublier leur faim. Mon cours est paisible, ma voix fluide et sereine, et je les tiens par des prestiges très simples. Il est arrivé cependant, et particulièrement avec la classe de Dalila, et toujours en présence de Dalila, que mon corps se moque de moi, qu'il me dénonce et me livre à mes prédateurs. Oui, parents, car l'élève est l'unique prédateur de l'enseignante. Il s'agit là d'une vérité que vous vous dissimulez très peureusement. Si cette vérité, vous trouviez le courage d'aller hardiment au-devant d'elle, vous regarderiez vous-même avec effroi, et dans un murmure, vous avoueriez. Nous avons créé, inventé et élevé des attaquants de professeurs. Cette espèce n'existait pas avant que nous, parents aimants. Je ne parle pas de vous deux qui m'attendez là-haut. Vous n'avez pas été les parents d'une élève qui voulait planter ses crocs en moi. Il est donc arrivé, quoique rarement, qu'un je ne sais quoi d'enchanteur, ray de soleil pourpre sous la porte, ombre mouvante du peuplier sur le mur, fasse monter soudainement à mes yeux des larmes que je savais retenir, mais il les devinait, les reniflait, se mettait alors à ricaner puis à feuler, tandis que je me détournais pour leur cacher mon visage. Après quoi je revenais à eux. Mais voilà que ma voix à son tour me trahissait. Voilà que ma voix se faisait stridente et chevrotante en même temps, aiguë, insupportable à mes propres oreilles. Et alors qu'il me semblait qu'ils allaient sauter sur l'estrade pour me dépecer, alors que je préparais déjà mentalement mon pauvre corps au démembrement, je voyais le regard de Dalila, son regard suppliant, désolé, me priant de lui pardonner. Puis elle dressait ses serpents et, comme je vous le racontais tout à l'heure, ces jours-là c'en était fini de moi, l'enseignante était broyée, détruite. Lui pardonner de quoi? J'aurais voulu le savoir. De m'amener au bord des larmes, de rendre ma voix perçante, aiguë, insupportable à mes propres oreilles. L'émotion et l'épouvante conjuguées, l'oubli de tout contrôle, c'était de sa faute. J'aurais bien voulu le savoir. Une terrible appréhension s'emparait de moi quand je m'entendais parler trop et trop fort et d'un cœur trop spontané à des élèves réfractaires.
mais une forme d'exaltation aussi. Qu'en pense Dalila? Qu'en pense-t-elle vraiment? Et de quel côté vont siffler ces serpents? Merci de votre attention.